Bonjour à tous. Merci d'être là avec nous pour un nouveau flash info de la filière IFI2R autour des recommandations EULAR récemment publiées dans Annals of Rheumatic Disease sur la prise en charge des vascularites en cas. Et pour vous présenter ces nouvelles recommandations, nous avons choisi un expert, le professeur Benjamin Terrier, qui est là avec nous cet après-midi, qui vous présente donc ces recommandations qu'on discutera ensuite d'ici 10-15 minutes. Merci beaucoup Benjamin d'être avec nous cet après-midi. Merci pour l'invitation. Je vais en effet vous présenter ces recommandations dont le travail a débuté il y a un an en fait et publié finalement premier trimestre 2023 qui étaient des recommandations faites d'un comité d'experts européen avec néanmoins la présence de collègues américains pour avoir vraiment une homogénéité, une consensualité dans les recommandations. Donc voici mes liens d'intérêt. Donc à titre d'introduction, les dernières recommandations dataient de 2016 et elles avaient donné quand même des recommandations qui avaient déjà intégré d'importantes actualités au début des années 2010. Mais il y avait eu plusieurs études importantes sur les échanges plasmatiques, sur l'épargne en cortisone, qui avaient conduit à faire ces recommandations, en tout cas qui semblaient importantes. Donc, la méthodologie des recommandations de l'EULAR est toujours un petit peu la même, avec des fellows, des jeunes qui vont faire une revue de la littérature très extensive. Et ensuite, vraiment, ce qui est la base de ces recommandations, c'est vraiment d'arriver à une approche très consensuelle. Et on peut voir parfois qu'on a des visions un petit peu différentes selon les pays. Et l'objectif est vraiment de trouver quelque chose qui va être un consensus entre les différents pays européens. Et donc, ces recommandations commencent par 4 grands principes qui vont être des principes généraux qui paraissent être une évidence, mais c'est vrai que lorsqu'on a moins l'habitude de prendre en charge les vascularites, c'est quand même toujours important de rappeler ces principes généraux. Et vous voyez qu'il est mis en avant, s'il y a besoin en tout cas de le souligner, que toutes les décisions qui vont être prises vont impliquer le patient en tenant compte du terrain notamment, et donc de l'efficacité, mais également de la sécurité des traitements et du coût. Et ça, c'est un élément qui a pour but d'un petit peu permettre à chaque pays européen d'adapter un petit peu l'interprétation qu'il pourrait faire de ces recommandations, puisqu'on sait que l'accès aux médicaments n'est pas le même dans tous les pays d'Europe. L'autre chose, c'est l'impact en tout cas de l'éducation et notamment de l'éducation thérapeutique, point cher à la filière, pour vraiment éduquer les patients sur les complications, les risques des vascularites, des traitements et quels sont les symptômes qui devraient alerter le patient. Donc ça, c'est quelque chose de très important et c'était une très bonne chose que ce soit mis en avant. L'autre chose, c'est le principe sur la surveillance et la réévaluation régulièrement de la balance bénéfice-risque parce que la balance favorable pour un traitement à un temps T peut être remise en cause après plusieurs infections et donc tout ça est mis en avant par ce principe de réévaluation en tout cas de la balance et le dépistage des complications et des comorbidités. Et la dernière chose, c'est que ce sont des maladies systémiques. Ce sont des maladies qui vont pouvoir toucher d'autres organes, bien entendu, et la multidisciplinarité est un point très important. Et comme on a l'habitude de le voir lorsqu'on discute de dossiers dans le cadre des RCP de la filière, par exemple, où il y a différents spécialistes. Donc voilà, donc ça, c'est les 4 grands principes généraux qui sont, peut-être pour la plupart déjà des choses qui paraissaient évidentes, mais c'est quand même important que ça soit listé. Alors, si on prend quelques recommandations, il est important, et ça ces recommandations ont mis l'accent dessus, de rappeler que idéalement le dépistage des ANCA il repose sur le dépistage de la spécificité antigénique, MPO et PR3. En France, on continue à faire l'immunofluorescence pour que les collègues biologistes soient remboursés du test antigénique, mais cela conduit à de nombreuses situations où l'immunofluorescence est positive, mais les tests antigéniques sont négatifs et donc ça peut conduire parfois à interpréter par excès que les ANCA sont positifs alors que depuis 2017, un consensus international, seules les spécificités MPO et PR3
ont un intérêt diagnostique. Donc ça, c'est très important et c'est écrit maintenant noir sur blanc. Et donc, il faut considérer eh bien, que seules ces deux spécificités ont un impact et définissent, dans le cadre des vascularités en cas, des encas positifs. Ensuite, on aborde la question du traitement et donc bien entendu de l'induction de la rémission. Et ça, c'est une recommandation révisée puisqu'elle se base, vous savez, sur les données de l'étude RAVE, publiée dans le New England en 2010. Et donc, c'était avant les dernières recommandations et où on met, en tout cas chez les malades ayant un pronostic sévère, soit parce que le pronostic vital, soit le pronostic fonctionnel est mis en jeu dans la granulomatose avec polyangite et la polyangite microscopique. Et donc là, le rituximab et le cyclophosphamide sont mis au même niveau compte tenu de la non-infériorité qui avait été démontrée. Le rituximab est néanmoins préféré en cas de maladie récidivante, ce qui était un message de l'étude RAVE, et également en fait au cours des formes de vascularité en cas avec en cas PR3. Chez les patients qui n'ont pas de forme grave, en tout cas sans mise en jeu du pronostic fonctionnel et vital, ce que l'on aurait appelé les patients avec un 5-factor score à 0, eh bien vous voyez que ça, c'est une recommandation qui change un petit peu des habitudes qu'on avait en France, puisqu'on avait déjà dans le PNDS de 2019 enlevé le 5-factor score pour distinguer les formes sévères et non sévères. Mais là, vous voyez que dans des formes qu'on pourrait qualifier de non sévères, eh bien, il est recommandé d'utiliser une combinaison de glucocorticoïdes et de rituximab. Et donc, ces recommandations ne laissent pas trop de place à la corticothérapie seule chez ces patients. Et le méthotrexate et le mycophénolate sont présentés comme des alternatives possibles au rituximab, mais ce sont quand même au final des situations assez rares. Une grosse avancée de ces recommandations, c'est la clarification sur la dose de corticoïdes. Je sais qu'avec Eric Achula, c'était un point qui avait été beaucoup discuté dans le PNDS 2019. Et là, le schéma qu'on va appeler le schéma dose réduite de l'essai Pexivas de glucocorticoïdes est retenu comme le schéma préférentiel. Et vous voyez que ça nous amène à des doses de glucocorticoïdes de 5 mg à 4-5 mois. Et donc ça, c'est une nouvelle recommandation puisqu'elle se base sur l'essai Pexivas publié en 2019 ou 2020. Donc voilà, donc ça, point de clarification très important. Et vous voyez ici en rouge, le schéma de glucocorticoïdes tel qu'il est recommandé par le LAR désormais, par rapport à l'ancien schéma de glucocorticoïdes. Donc ça, c'est une avancée vraiment majeure. Une question que tout le monde se pose, bien entendu, c'est quel était le positionnement vis-à-vis de l'avacopan. Vous savez, cette molécule inhibant le C5a récepteur, qui a démontré sa non-infériorité, en tout cas dans l'essai Advocate. Et bien là aussi, parce que l'accès aux médicaments n'est pas le même partout, par exemple, le Luxembourg, l'Allemagne, l'Angleterre ont déjà un accès et une prescription possible du médicament, ce qui n'est pas le cas partout. Et donc là, il était dit que l'avacopan, il peut être envisagé pour l'induction de la rémission, toujours en association au rituximab ou au cyclophosphamide, dans une stratégie visant à réduire de manière importante l'exposition aux glucocorticoïdes. Et vous voyez que c'est une recommandation, après ça n'engage que moi, mais qui je trouve est beaucoup plus raisonnable que par exemple l'intitulé qu'a fait la Haute Autorité de Santé, l'avis de la Commission de transparence, pour la labellisation en tout cas du médicament qui est beaucoup plus large. Concernant les échanges plasmatiques, ça reste vraiment depuis cet essai Pexivas qui n'avait pas montré d'effet bénéfique des échanges plasmatiques, une question, et vous voyez que fortement poussé par David Jane, notre collègue anglais néphrologue qui est le dernier signataire de l'essai Pexivas, donc l'étude négative, il a beaucoup poussé pour qu'il y ait une espèce de réhabilitation, en tout cas une reconsidération des échanges plasmatiques dans la mesure où les patients ont plus de 300 micromoles par litre de créatinylémie pour une glomérulonéphrite active. Bien entendu, s'il y a une insuffisance rénale chronique par ailleurs qui explique ces chiffres, cela n'est pas concerné, mais c'est pour vous dire qu'en fait, pour mettre un petit peu de flou à la place des échanges plasmatiques, les recommandations vont un petit peu les réhabiliter. En revanche, l'utilisation des échanges plasmatiques pour les hémorragies alvéolaires, même sévères, n'est pas recommandée. Et ça, on pourra peut-être en discuter, mais moi, c'est un point qui me pose un petit peu de soucis et pour lequel je ne partage pas forcément beaucoup les recommandations. Mais de toute façon, les recommandations, comme je vous ai dit, c'est l'art du consensus. Donc voilà, tout le monde ne peut pas avoir satisfaction à la fin.
Concernant le maintien de la rémission, eh bien entendu, le rituximab, et ça c'est une donnée révisée puisque c'était l'essai Menrit 100, l'essai français publié en 2014, qui avait montré la supériorité du rituximab avec comme alternative possible l'azatioprine et le méthotrexate. Mais ça, j'ai envie de dire qu'on est en parfait accord avec le PNDS par exemple. Là où le consensus a parlé, c'est qu'entre les données des Américains, des Anglais avec cet essai Retazarem qui évaluait une dose de 1 g de rituximab tous les 4 mois et la position française du 500 mg tous les 6 mois, et sur les questions de la durée avec les Menrit 102, Menrit 103, eh bien, il a été dit que la dose, en gros, c'est de 500 mg à 1 g tous les 4 à 6 mois pendant 24 à 48 mois. Donc là, vous voyez, en mettant en balance le côté, ce qu'on avait dit, la sécurité, le terrain, une éventuelle pandémie, enfin des choses comme ça. Un point très important, même si c'était une révision, le risque infectieux, il est très important. La baisse des corticoïdes va aider à diminuer cela, mais la prophylaxie de la pneumocystose pulmonaire est indispensable chez les patients traités pour une vascularite associée aux ANCA. Donc ça, c'est un point très important en mettant au premier rang le cotrimoxazole. Et pourquoi le cotrimoxazole? D'une part, parce qu'il a un effet contre la pneumocystose, mais il a également été montré par des études de registre et par une analyse de l'étude RAVE que ça diminue également la survenue des infections bactériennes pulmonaires non pneumocystose, chose que probablement la tovacone ne ferait pas. Donc ça, c'est un point important, que la prophylaxie par le cotrimoxazole, ça a un intérêt très important pour la pneumocystose avant tout, mais également pour les autres infections. Donc là, vous voyez en tout cas un schéma pour résumer un petit peu ces recommandations, qui met vraiment en avant, comme je vous le disais, le rituximab et les glucocorticoïdes, la question possiblement des échanges plasmatiques, et en tout cas la baisse des corticoïdes, et ensuite, pour le maintien de la rémission, ce rituximab avec quand même une évaluation de la durée qui va dépendre de la balance bénéfice-risque du terrain, etc. Donc voilà ce que je voulais vous présenter un peu brièvement. On pourra aborder certains points peut-être pour vous montrer un petit peu derrière ces recommandations d'experts, ce sont ces personnes où on reconnaît en tout cas un petit peu des gens des différents pays européens et les jeunes qui étaient chargés de faire la revue de la littérature. Voilà, je vous remercie et je vais être ravi de répondre aux éventuelles questions d'Éric Achula. Merci beaucoup Benjamin pour cette excellente synthèse de ces recommandations qui sont donc un consensus, mais dans le cadre d'un consensus, on n'aborde pas les cas particuliers et ils sont nombreux évidemment. On pourra peut-être rapidement les aborder. Les bolus de Solimedrol finalement, 1 à 3 grammes, il vaut mieux 500 mg, 1 gramme, 1 jour, 2 jours, 3 jours, ou bien c'est open bar? Non, il n'y a pas eu de questionnement vraiment là-dessus, enfin ça a été dit dans les recommandations, mais on reste sur pas de prise de position entre ce que les essais thérapeutiques généralement ont de manière un petit peu constante et régulière utilisé, proposé, c'est-à-dire 1 à 3 bolus selon la gravité des patients, la balance bénéfice-risque et une dose de 7,5 à 15 mg kg. Donc j'ai envie de dire que le panel n'a pas voulu se positionner là-dessus. C'est vrai qu'il est fréquemment fait 3 perfusions de méthylprednisolone. Et après, sur la dose entre 500 et 1 g, j'ai l'impression que c'est une question d'habitude. Et donc, je pense que le terrain est important. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des données, des études rétrospectives, mais qui suggèrent que les bolus en eux-mêmes ont un impact indépendant des autres facteurs sur la survenue de l'hypogammaglobulinémie, qui en fait survient surtout lors des 6 premiers mois et donc entre l'induction et la rémission, pas tant pendant la période d'entretien en fait où c'est relativement stable, et les bolus sont vraiment un facteur indépendant de cette hypogammaglobulinémie et du risque d'infection. Et donc, on peut se dire que ça nous encouragerait à vouloir reconsidérer leur place. Mais c'est vrai que, par exemple, si on prend le schéma Pexivas dose réduite, qui est ce schéma de glucocorticoïdes encouragé, eh bien, il est validé avec 1 à 3 bolus de 7,5 à 15 mg kg avant. Donc, est-ce qu'on peut utiliser ce schéma si on n'a pas fait les 3 bolus ou les 1 à 3 bolus avant? Eh bien, théoriquement, on n'a pas la réponse à la question.
Donc voilà, mais c'est vrai que je ne sais pas dans votre expérience, mais on a l'impression que quand on déclenche les bolus, c'est toujours 2 ou 3. Peut-être à tort. Hein, mais... Concernant le schéma Pexivas dose réduite, alors évidemment les recommandations EULAR reposent sur les données publiées. Bon, il y a des choses qui sont en cours de publication, qui vont être présentées dans les congrès. Est-ce que ce schéma Pexivas faible dose est vraiment raisonnable dans les formes graves? Alors, c'est vrai que par définition, c'était des malades graves, Pexivas, puisqu'il fallait avoir soit une hémorragie alvéolaire, soit une insuffisance ou une insuffisance rénale avec un débit de filtration glomérulaire à moins de 50 ml/min. Mais au final, 20% étaient dialysés par rapport aux patients de l'étude MEPEX d'il y a 12 ans, et seulement 8,9% avaient une hémorragie alvéolaire grave, telle qu'on l'entend, c'est-à-dire avec une saturation artérielle en oxygène à moins de 85% en air ambiant ou une ventilation à haut débit. Et donc, la puissance pour répondre à ces questions dans ces populations très graves est très difficile. Bien entendu, il y a aussi la question des patients qui n'étaient pas inclus, comme les sténoses sous-glottiques, comme les atteintes cardiaques. Donc, le principe de précaution voudrait, en tout cas nous, dans notre pratique, qu'on dise non, dans ces populations, on reste sur le schéma un peu ancienne formule, plus classique. Et l'autre chose, c'est que c'est souvent pas mis en avant énormément, mais dans l'analyse de sous-groupe de Pexivas, selon le traitement d'induction, 85% étaient traités par cyclophosphamide, 15% par rituximab. Donc il y avait une faible puissance dans le bras rituximab, mais quand vous regardez l'analyse de sous-groupe, c'est très en faveur, même si c'est non significatif, mais pour pas grand-chose, en faveur du schéma dose standard. Et on a fait, dans le cadre d'une étude rétrospective, l'évaluation en vraie vie de ce schéma avec une population qui était de manière prédominante traitée par rituximab en induction, ce qui est notre quotidien aujourd'hui. Je rappelle que Pexivas a commencé il y a quasiment 15 ans. Et on se rend compte qu'il y a un warning quand même sur ce schéma dose réduite dans les formes avec plus de 300 micromoles par litre de créatinine et en cas de traitement d'induction par rituximab. Donc ça ne veut probablement pas dire qu'il ne faut pas partir sur cette idée-là au départ, mais il faut être très vigilant parce qu'on a eu à plusieurs occasions des situations où il fallait un peu revenir en arrière dans le schéma et remonter les corticoïdes. Donc je pense que dans le cadre de la population visée par Pexivas, il faut considérer que l'applicabilité de ce schéma est bonne, mais petit warning, notamment en cas de rituximab d'entretien ou d'atteinte rénale assez sévère. Et un truc qui n'est jamais pris en compte vraiment dans les essais et que les néphrologues pourtant, pour eux c'est ça le plus important, qui est la cinétique aggravative de l'insuffisance rénale. Ce n'est pas pareil d'avoir un 300 depuis 3 semaines ou avoir un 100, un 200, un 300, tout ça en 2 jours. Donc probablement qu'il faut un petit peu se méfier. Concernant l'avacopan, les indications retenues sont plutôt donc l'épargne cortisonique, contre-indication de corticoïdes et aussi des formes avec atteinte rénale rapidement progressive. Est-ce qu'il y a une place pour l'avacopan sans corticoïdes? Parce que je crois qu'en induction, il conseille au moins 3 semaines de corticoïdes. C'est vrai que l'essai thérapeutique Advocate, il y avait la nécessité d'arrêter les corticoïdes en 4 semaines. Et avant l'inclusion dans le protocole, l'ensemble des patients avaient soit reçu des bolus, soit reçu en tout cas des corticoïdes. Et donc de tête, la dose cumulée avant la randomisation dans l'essai, c'était quand même de l'ordre de 600 à 800 mg de prednisone, d'équivalent prednisone. Donc ils avaient reçu des corticoïdes et après, il y avait 4 semaines pour l'arrêter. Donc, si on veut reproduire un peu la population telle qu'elle était, c'est vrai qu'on a envie de se dire qu'il faut probablement un peu de corticoïdes au début. En tout cas, l'objectif, c'était plus de corticoïdes du tout à 4 semaines. Est-ce qu'on pourrait donner 0 corticoïdes? En fait, on se rend compte qu'en pratique aujourd'hui, en tout cas en attendant d'avoir l'aval et la dispensation du médicament, c'est dans le cadre d'une accès précoce. Et le temps qu'on ait l'avacopan, ce qui met généralement, nous, pour les rares fois où on l'a demandé, 7 jours en moyenne, on va débuter des corticoïdes en attendant et donc on ne va pas avoir envie de les arrêter brutalement. Donc je pense que l'idée de 3-4 semaines de prednisone au début, c'est probablement assez sage et ça se rapproche de ce qui s'est passé dans l'essai. Concernant les échanges plasmatiques, donc ils sont encore retenus quand il y a une atteinte rénale, plus de 300 micromoles, un risque élevé d'insuffisance rénale terminale, ça semble retarder cette échéance-là. Pour les hémorragies alvéolaires, c'est un peu aussi notre position. On a envie de les continuer. Si elles sont symptomatiques, si elles sont avec anémie, si elles sont cliniquement
Non, c'est très difficile parce que le positionnement, que ce soit, il y avait eu un consensus un peu d'experts publié dans le British Medical Journal début 2022, qui était avec une recommandation faible, mais contre les échanges dans les hémorragies alvéolaires, quelle que soit leur gravité. Le consensus de ces recommandations européennes est allé dans le même sens. Il y a quand même des données ancillaires présentées à l'American College of Rheumatology en novembre dernier, qui montrent que sur la population des 8,9% d'hémorragie alvéolaire grave, l'hémorragie alvéolaire, ça tue énormément quand elle est grave, dans les 30 premiers jours, avec un hazard ratio qui était de l'ordre de 5,1 à 5,2 de risque de mortalité. Et même s'il y avait une puissance très insuffisante, il y avait globalement, mais on est sur des effectifs de moins de 10 événements, il y avait en gros 5 décès dans le bras hémorragie alvéolaire grave avec échange versus 10 dans le bras sans échange. Donc c'était un facteur 2, 16% versus 30%, mais on est sur des effectifs tellement petits que ça ne sortait pas significativement. Donc on est sur un peu de l'interprétation. Avec les mêmes données, on interprète nous différemment que les Américains. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc lorsqu'on avait échangé notamment avec les collègues, on voit que même dans un même service, il y a les pros, il y a les antis, et il est compliqué. Et c'est vrai que tout ce qui s'est passé, alors que jusque-là, on a toujours appliqué les résultats des essais. Là, c'est la première fois que pourtant, on choisit la plus grande étude jamais faite dans les vascularites, où en gros, ça n'a pas clairement répondu à la question, alors qu'on aurait pu. Et donc, ça met un peu un flou. Et donc, je pense que la cinétique joue beaucoup. Et c'est vrai que, voilà, mais nous, on les considère encore, et notamment dans les hémorragies alvéolaires graves. Et quand on avait interrogé le groupe, les personnes, on va dire, prenant en charge des vascularites dans le cadre un peu d'un sondage, 70% n'étaient contre cette recommandation de l'EULAR de ne pas faire d'échange dans les hémorragies alvéolaires, même graves. Donc voilà, donc c'est vraiment adapté au cas par cas, parce que ce qui est un résultat de la méta-analyse qu'on peut critiquer aussi sur les échanges plasmatiques qui a été faite après, c'est qu'il était retrouvé un surrisque infectieux à 12 mois, probablement en raison de l'utilisation trop fréquente chez ces patients des cathéters centraux. Donc prendre en compte aussi le risque infectieux lié à ça. Un petit mot du mépolizumab et GPA. On peut le positionner donc dans les formes qui seraient à rechute sans critères de gravité ou réfractaires en association à la corticothérapie. Est-ce qu'il peut y avoir une place du mépolizumab dans les formes très sévères, c'est-à-dire qui nécessitent une corticothérapie, des rituximab, de l'endoxan, et du mépo, parce qu'on n'aborde pas cet aspect-là? Est-ce que ce n'est pas une chance supplémentaire pour le patient? Alors oui, tout à fait. En tout cas, c'est une question légitime. C'est vrai que jusque-là, le mépolizumab est validé avec une AMM depuis le 1er novembre 2022. Pour les maladies réfractaires en rechute, alors derrière réfractaire, ce n'est pas la vascularite réfractaire avec une atteinte cardiaque qui ne répond pas. Dans l'essai MIRA, ce qu'on appelait réfractaire, c'est « j'arrive pas à baisser au-dessous de 7,5 mg par jour de prednisone ». Donc en fait, le côté réfractaire, c'était une forme corticodépendante, en fait, beaucoup. Mais le terme utilisé, c'est réfractaire. Et donc je dirais que dans les formes qui sont très vascularitiques, eh bien, ou en tout cas avec des manifestations systémiques importantes, eh bien, c'est une question légitime, et c'est la question auquel l'essai émerge. À promotion du PHRC essaie de répondre, avec bientôt à peu près 50% des inclusions qui a été atteint, et qui vise vraiment à comparer la stratégie basée sur le 5-factor score, pas de sévérité, corticoïde placebo versus corticoïde mépolizumab, vraiment au diagnostic le plus précocement possible, et chez les malades graves, notamment avec l'atteinte cardiaque, eh bien, corticoïde cyclophosphamide versus corticoïde mépolizumab. Donc on aura un essai thérapeutique français qui permettra de répondre à cette question en tout cas. Très bien. Dernière question, la mise à jour du PNDS vascularite, c'est pour quand? Il va falloir qu'on le fasse, et on va essayer de planifier ça pour le deuxième semestre 2023 pour qu'à la fin de l'année, on ait un document qui ait pu être revu, en tout cas selon la méthodologie à adopter, parce que c'est vrai que depuis 2019, il y a eu la clarification ou pas des échanges, il y a eu le schéma de corticoïdes, il y a eu l'avacopan, donc il y a eu quand même des données qui permettent de l'actualiser. Donc écoutez, on espère qu'on va tenir le calendrier, mais je compte sur la filière pour nous rappeler à l'ordre, en tout cas. Si c'est... Alors tout le monde en est témoin, mais la filière, voilà, c'est ça. Clair. Merci beaucoup, Benjamin. À une prochaine fois.